Bonjour à tous. Je m'appelle Patrice Garin, je travaille à IRSTEA dans une équipe sur la gestion de l'eau à Montpellier. Je suis agronome et géographe. Je travaille à l'UMRGO à Montpellier et je travaille en collaboration avec des économistes. Moi-même, je suis plus impliqué dans la dimension participative de ce guide sur lequel on reviendra après. Je vais énoncer un certain nombre de principes d'un point de vue économique, mais je ne suis pas économiste en tant que tel. Je sais ce qu'ils font. Je comprends la logique de l'approche économique, mais ma compétence est plus sur les enjeux de participation et de concertation sur lesquels, éventuellement aussi, on pourra revenir. Donc, la commande sur ce guide, même si vous ne voyez pas le transparent, c'est dans la suite de ce qui a été produit dans le rapport Biche, c'est-à-dire un guide méthodologique avec des principes et des illustrations pour proposer des méthodes d'analyse économique et financière robustes et abordables financièrement sur ces projets de territoire, dans un cadre de concertation et intégrant risques et incertitudes du climat et des prix, notamment, puisque les projets de retenue, en tout cas ceux qui posent problème, les projets de territoire, qui posent problème, c'est ceux dans lesquels il est envisagé par un certain nombre d'acteurs de construire des retenues de substitution. Donc tout l'enjeu est de vérifier si l'ensemble des mesures qui sont proposées, y compris les réserves, ont une justification économique et financière. Et comme ces retenues, ces transferts, enfin toutes les mesures, je dirais, d'infrastructure demandent des investissements sur du très long terme, il est important d'avoir une approche économique qui permette d'évaluer à la fois la pertinence économique et la rentabilité financière sur du temps long. Et qui dit temps long aujourd'hui oblige à prendre en considération les incertitudes qui sont liées au changement climatique et au caractère très incertain d'un certain nombre d'éléments importants pour la valorisation économique de l'eau, qui sont les prix, notamment les prix agricoles, voire les prix de l'électricité. Donc la démarche que l'on propose intègre une prise en compte des risques et des incertitudes. Et on va faire aussi dans ce guide un focus illustratif, en tout cas sur la manière d'aborder ces études économiques pour le secteur agricole, sachant que, comme ça a été bien dit précédemment dans le rapport Biche, ces projets de territoire, ils sont par définition multi-usages, et donc s'il y a des actions spécifiques sur l'eau potable ou sur d'autres enjeux, il faut aussi faire des analyses économiques et de rentabilité sur l'ensemble des secteurs. Les principes qu'on énonce sont valables pour tous les secteurs. Les illustrations que l'on propose sont très centrées sur les enjeux agricoles, puisque de façon un peu abrupte, si les projets de territoire ont eu du mal à émerger aujourd'hui, c'est bien parce que les enjeux agricoles ont eu des difficultés à être pris en compte de façon collégiale. Voilà. Donc, le principe général du guide, c'est d'amener un certain nombre de... Donc, je pense que c'est la diapo numéro 3 que vous avez devant vous, qui est essentielle, en fait. Hein. C'est vraiment le cœur du guide. C'est de réaliser à la fois une analyse coût-bénéfice qui va permettre d'avoir le point de vue de la collectivité, hein, c'est-à-dire de l'ensemble de la collectivité, de l'État et de nous tous, d'une part, et d'autre part des analyses financières, c'est-à-dire du point de vue des agents privés qui, eux, vont, entre guillemets, bénéficier de cette eau, tout secteur confondu. Donc tous les usages qui sont amenés d'une façon ou d'une autre à payer l'eau qui vont sur le territoire, eh bien, on fait une analyse de rentabilité du projet et des mesures qui sont proposées sous l'angle de leur rentabilité propre. Donc le monde agricole, le monde éventuellement touristique si on a des activités touristiques, l'eau potable s'il y a des mesures qui concernent l'eau potable, etc. Voilà. Et l'objectif est bien d'identifier des combinaisons de mesures qui soient d'un côté efficaces du point de vue de la ressource et qui soient rentables du point de vue de la collectivité et de chaque usager payant l'eau.
Donc on se retrouve avec 4 cas de figure qui sont figurés sur le petit tableau ici. Hein. Donc une rentabilité économique du point de vue de la collectivité qui est soit positive, soit négative, et une rentabilité financière pour les agents concernés qui peuvent être soit elles aussi positives ou négatives. Dans le cas où c'est positif ou c'est rentable pour les deux, c'est le projet et il est par définition réalisable avec un gain collectif et un gain pour tout le monde. Donc il doit être sous l'angle économique, il a toutes les justifications pour être réalisé. Et je préciserai bien sous l'angle économique. Hein. Il peut y avoir d'autres enjeux qui permettent de décider ou pas, hein, mais c'est sous l'angle économique, ce projet peut être réalisé sans intervention. Il peut y avoir des projets qui ont un intérêt pour tous, hein, un intérêt collectif, un intérêt général, donc qui sont positifs, et par contre qui, pour certains acteurs ou pour l'ensemble des acteurs, présentent une rentabilité financière négative. Et donc dans ces cas-là, ce sont des projets que l'on peut considérer comme justifiés d'un point de vue économique, mais qui demandent la mise en place d'un système de subvention à différents acteurs, de façon à ce qu'ils y retrouvent eux aussi un intérêt financier. D'accord ? C'est le projet qu'on appelle qualifié projet à aider. Quand le projet n'est pas rentable pour la collectivité, hein, eh bien dans ces cas-là, on se retrouve avec soit des projets à dissuader si jamais un certain nombre d'acteurs économiques y trouveraient quand même un intérêt. Donc là, il faut négocier pour que en fait, le projet ne se fasse pas ou trouver des moyens pour reformuler des mesures complémentaires pour que le projet devienne rentable économiquement. Et puis quand il est négatif pour tout le monde, évidemment, ce sont des projets qu'il faudrait ne pas mettre en œuvre sur le plan strictement de la partie économique et financière. Les méthodes qui sont derrière ces analyses, ce sont des méthodes qui, alors, sur le plan, là je fais un focus sur la partie agricole, sont basées sur des modèles d'exploitation agricole, des modèles microéconomiques que l'on va agréger à l'échelle du territoire. C'est-à-dire que ça nécessite un travail assez fin de qualification des pratiques et des besoins en eau de l'agriculture et de sa valorisation à travers un calcul de marge, etc. Donc c'est un travail microéconomique assez fin au niveau des exploitations agricoles qui nécessite de mobiliser beaucoup de données sur l'agriculture du territoire. Et donc on prend la description de tous les systèmes de production agricole existants sur le territoire, on en fait une évaluation de nature économique à travers une modélisation économique, hein, modélisation microéconomique, et avec l'aide de typologie, on agrège ces modèles à l'échelle du territoire pour avoir, disons, une image de l'agriculture du territoire et de sa dépendance à l'eau et de sa valorisation agricole de l'eau. C'est des méthodes relativement robustes que dans l'équipe on manipule depuis à peu près une quinzaine d'années et qui ont permis par exemple, calculer les besoins d'aménagement, la justification de tel ou tel barrage, etc. depuis déjà un certain nombre d'années. Il n'y a pas de... C'est aussi des méthodes qui ont été utilisées pour évaluer les conséquences d'une réduction des volumes prélevables, par exemple, sur un bassin. C'est bon, vous voyez quelque chose ? Bon. Donc, c'est des méthodes robustes qui sont à la portée aujourd'hui de beaucoup de bureaux d'études qui ont des compétences en économie agricole. Rien d'extraordinaire. Le seul point important, et peut-être c'est le point qu'il vous faut retenir, c'est que ce sont des méthodes qui sont extrêmement sensibles à la qualité des données d'entrée. C'est-à-dire, en étant un peu brut, que si le monde agricole ne joue pas le jeu et ne fournit pas les données et n'accepte pas de rentrer dans le jeu du dévoilement de ces pratiques et de la rentabilité de l'irrigation, par exemple, eh bien, on est incapable de faire. Voilà. Ou alors, on fait par approximation en copiant des choses que l'on sait sur un territoire voisin pour dire, eh bien, ça se passerait à peu près comme ça sur ce territoire-là. Donc là, le retour qu'on fait déjà vis-à-vis du ministère, c'est que dans l'instruction qui est en cours de rédaction, il faudra très clairement qu'il y ait
quelque part une obligation de dévoilement de ces informations de la part du avec effectivement un sujet compliqué d'un point de vue juridique, parce qu'il y a un certain nombre de ces données qui sont de nature privée, hein, les pratiques agricoles et les revenus tirés de l'agriculture sont de nature privée. Elles existent déjà dans des centres de gestion au niveau des OUGC, enfin il y a plein d'organismes qui les ont, mais elles n'ont pas vocation à être diffusées. Donc il y a tout à travailler sur en fait l'accessibilité de ces données pour une étude qui pourrait dévoiler un certain nombre d'informations privées, mais elles sont essentielles. Sans ces informations-là, on est incapable de faire cette évaluation économique un minimum robuste. Voilà. Grande variation à de courtes distances. Hein, bon, pour ceux qui connaissent un peu l'irrigation, vous savez que les pratiques d'irrigation et les besoins d'irrigation d'une zone à une autre sont très différentes. Voilà, la valorisation économique, elle peut varier dans un facteur de 1 à 3 selon les bassins versants, les types de production, etc. Donc voilà, il y a une sensibilité importante. Là, vous voyez quelque chose? C'est bon? Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire à la fin. Le partage de ces données, c'est un enjeu opérationnel majeur avec un besoin de directives claires de l'État. Voilà, donc les données nécessaires, données physiques, les données individuelles sur l'exploitation, j'ai déjà évoqué. Voilà. Le postulat, un point aussi sur on va commencer déjà à évoquer les limites de ces approches. Le postulat, c'est que dans lequel on s'inscrit, c'est-à-dire avec l'appui du ministère là-dessus hein, et des différents opérateurs qui ont intervenu dans le rapport Biche, c'est que nous, on considère que la trajectoire de référence, c'est-à-dire ce à quoi on va comparer les mesures, et ça c'est un point extrêmement sensible d'un point de vue politique, c'est la trajectoire de référence qui prend comme base les allocations par usage issues des volumes prélevables. Dit en d'autres termes et plus abrupts, c'est que nous, on considère que les volumes prélevables sont mis en œuvre. On ne calcule pas la perte. Dit autrement, il ne s'agit pas de calculer la perte que subissent aujourd'hui les agriculteurs à la mise en place des volumes prélevables. Ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de ce guide. Donc nous prenons en compte la trajectoire de référence, c'est, voilà, le volume prélevable sont mis en œuvre, voilà. Donc ça, c'est la situation 0, c'est la situation de référence. Et on va comparer toutes les mesures à cette situation 0. C'est-à-dire, on va calculer les bénéfices des différents acteurs à partir de cette situation de référence 0. Ce qui est déjà un point important de la négociation sur les territoires, parce que, notamment le monde agricole, souhaite que la situation de référence, ce soit la situation d'aujourd'hui, avant que les volumes prélevables ne soient mis en place. Nous, la commande publique, la commande politique, c'est de considérer ça. C'est un point extrêmement sensible sur lequel, effectivement, il y aura peut-être quelques tensions sur les territoires, mais bon, ça, c'est en dehors du guide. Voilà. Après, l'analyse, elle se fait, d'un postulat aussi, c'est qu'elle fait sur 30 ou 50 ans. Tous les infrastructures, transferts, c'est les amortissements des infrastructures, c'est 30 à 50 ans, donc c'est l'horizon temporel auquel il faut qu'on s'adresse. Et bien sûr, ça c'est pour le point de vue de la collectivité, alors que les agents économiques, eux, les seuls espaces-temps qui les intéressent, c'est l'horizon 5 à 20 ans, 5 à 10 ans en général, et donc du coup la rentabilité, on les fait sur cette première période-là, du point de vue des agents. Hein. Les hypothèses fortes, c'est qu'on travaille avec les structures d'exploitation qui existent aujourd'hui et qui seront les mêmes sur cet horizon temporel, ce qui est déjà une hypothèse complètement idiote parce qu'on sait très bien que dans 50 ans, on n'aura pas les mêmes exploitations qu'aujourd'hui. Mais on est incapable de prévoir combien d'exploitations et quelles exploitations seront là dans 10 ans ou dans 15 ans. Donc, cette première hypothèse, on l'assume complètement. Deuxièmement, on n'a pas d'hypothèse de progrès technique ou génétique, ce qui est aussi complètement idiot. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas la capacité à intégrer des hypothèses sur ce plan-là. Par contre, effectivement, on fait varier les besoins du climat, les débits disponibles. Par contre, on fixe aussi les DOE et les volumes prélevables à leur état actuel. Nous ne sommes pas en mesure de calculer et d'estimer quelles vont être les décisions politiques
du DOE dans 15 ans, dans 20 ans, quand le changement climatique aura commencé à se faire sentir de façon plus forte. Donc nous, on est avec ces hypothèses-là en toute transparence. Autre limite conceptuelle, quand on fait une réserve de substitution, puisqu'il s'agira très souvent de faire ça, ou un transfert, nous considérons que nous prenons déjà en compte les impacts environnementaux à travers l'injonction, la directive qui existe déjà, dès que vous construisez quelque chose, il vous faut prendre en compte les impacts environnementaux de ce quelque chose en mettant en place la séquence éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire qu'on intègre le coût économique lié à cette séquence qui a déjà été, qui existe déjà et sur lequel les gens ont déjà des méthodes pour calculer ce que ça fait. Voilà. Mais du coup, il y a un certain nombre de coûts et de bénéfices qui ne sont pas pris en compte dans ces approches parce qu'elles nécessitent des études complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne monétarise pas un certain nombre d'enjeux. C'est-à-dire qu'en dehors des effets liés à la construction d'un ouvrage, par exemple, il est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre de pratiques ont des effets environnementaux qu'il faudrait prendre en compte. Mais nous, on considère qu'il faut les prendre en compte, mais ce n'est pas dans ce guide et on ne les calcule pas d'un point de vue monétaire. En gros, s'il y a de l'effet de pollution diffuse associé à un certain nombre de maintiens de production, ça doit être calculé, mais ce n'est pas dans ce guide. Il y a des méthodes qui existent déjà pour calculer les pollutions diffuses, et nous refusons, d'un point de vue conceptuel, à monétariser cet effet pour pouvoir le mettre au même niveau que les autres coûts et bénéfices que l'on a calculés avec une autre méthode. C'est un point de vue qu'on assume complètement. Nous, on préfère que les deux études soient faites de façon séparée, puis ensuite aux acteurs de décider en fonction des différents effets. Nous, on a une analyse économique sur les biens marchands et sur des coûts et des bénéfices marchands. Après, tous les coûts et bénéfices liés aux mesures sur les aspects quantitatifs, sur les emplois induits en dehors de la filière agricole, c'est-à-dire le fait de maintenir de l'agriculture sur un territoire, ça peut aider à maintenir des emplois dans le secteur marchand local et les services publics, par exemple. Tous ces effets induits, on ne les prend pas en compte. Nous, les seuls effets qu'on prend en compte, c'est la production agricole et les filières qui sont associées. C'est-à-dire, si vous avez un producteur de semences dans un endroit, quel est l'effet d'une réduction ou d'une augmentation de la production sur le chiffre d'affaires de la filière, mais de la filière directement associée au monde agricole. Le boulanger, le postier, etc. est en dehors de notre champ d'analyse. Voilà. Et donc, tous les effets d'aménagement du territoire sont en dehors de notre champ d'analyse. Conclusion, face à ces situations caractérisées par des asymétries et des absences d'informations, des méthodes toujours lacunaires pour faire un certain nombre d'études économiques, des moyens dédiés aussi limités aux analyses économiques. Encore une fois, il nous est demandé de produire quelque chose qui soit à la portée économique aussi des gens qui décident de faire un projet de territoire. Il ne s'agit pas de faire une thèse sur les effets d'un projet de territoire sur le territoire. Il s'agit de fournir quelque chose accessible dans une fourchette compris entre 50 et 100 000 euros en termes d'études, d'accord, par un bureau d'études, et pas par la recherche, par un bureau d'études. Donc voilà, ce qu'on a proposé, c'est de faire des analyses économiques dans un cadre de concertation, donc nécessitant notamment l'implication forte du monde agricole pour l'accès à un certain nombre de données et la réflexion sur les stratégies d'adaptation face aux mesures. C'est-à-dire si on prévoit l'absence de retenue de substitution, par exemple, comment il pourrait s'adapter face à un changement climatique. Donc, quelles seraient les nouvelles trajectoires, les nouveaux systèmes de production à mettre en place, etc. De la même façon, s'il y a une retenue de substitution, voilà, comment on intègre ça. S'il y a un effondrement des prix, comment ils s'ajustent. Nos modèles ne sont pas des modèles complètement mathématisés avec de la recherche d'optimum. C'est des modèles qui sont construits avec des acteurs sur lesquels on intègre leur capacité d'adaptation. Donc on a vraiment un enjeu de concertation très fort. Et je rappelle, pour terminer, que l'analyse économique que l'on propose n'est qu'un élément d'aide
à la décision parmi d'autres. J'ai évoqué toutes les autres analyses d'impact qu'il faut mener. Et après, de toute façon, la décision, elle revient aux acteurs économiques et à l'État sur le territoire. Il ne s'agit pas de faire de l'économie le seul décisionnaire dans ces projets. Voilà. Désolé. Merci.